Les lourdes portes en chêne du Harvard Club ne se sont pas contentées de s'ouvrir, elles se sont dressées devant moi. Je suis entrée, ajustant le col de mon modeste tailleur bleu marine, prête à célébrer les fiançailles de mon fils. Mais avant que j'aie pu faire 2 pas vers la salle de bal, un directeur de salle frénétique m'a plaqué un tablier d'un blanc éclatant contre la poitrine. Encore en retard, a-t-il sifflé en consultant sa montre. La cuisine est sur la gauche. Le service au plateau commence dans 5 minutes. Ma main a frôlé mes lettres de créance de juge fédéral dans mon sac à main. J'étais sur le point de le corriger, de clarifier que je n'étais pas un renfort de dernière minute, mais la mère du marié. C'est alors que j'ai entendu une voix tonner depuis le vestiaire, une voix que j'ai reconnue instantanément. Sterling Thorne. C'est une question de standing, Madison, disait-il, assez fort pour que la moitié du hall l'entende. Si la mère d'Ethan se pointe avec l'air de celle qui vient de récurer les parquets, garde-la à l'écart des associés. On ne peut pas laisser la femme de ménage papoter avec les juges de la Cour suprême. Je me suis figée. Je n'ai pas sorti mon badge. Je ne me suis pas raclé la gorge. J'ai juste regardé le tablier dans mes mains, puis l'homme qui pensait que ma dignité était déterminée par sa tranche d'imposition. J'ai souri, un sourire froid, léger. Tout de suite, monsieur, ai-je murmuré au directeur, et j'ai serré fermement les cordons du tablier. Laissez un commentaire pour me dire d'où vous écoutez et quelle heure il est chez vous en ce moment. Je lis chaque message et j'aimerais savoir qui fait partie de notre communauté. Dans ma salle d'audience, le silence est une arme. Si vous laissez un prévenu parler assez longtemps, assez confortablement, il finira toujours, sans exception, par se pendre lui-même. J'ai décidé d'appliquer la même jurisprudence ici. Je n'ai pas pleuré. Je ne me suis pas senti humilié. J'ai ressenti la clarté froide et tranchante d'un prédateur pénétrant dans les hautes herbes. Ce n'était plus une réception, c'était une opération d'infiltration. Je suis entré dans la salle de bal, non pas en tant que juge Lydia Vance, plus jeune nomination au 2e circuit, mais comme un fantôme en tablier blanc. La transformation fut instantanée. C'est un phénomène psychologique que j'étudie depuis des années, la méthode de la pierre grise. En me rendant inintéressante, effacée et servile, je suis devenue invisible. L'élite de New York ne voyait pas une personne. Elle voyait un accessoire, un meuble qui servait du champagne. Et parce que j'étais un meuble, il se sentait en sécurité. Je circulais dans la foule, le plateau en équilibre sur une main. L'air sentait le parfum coûteux et l'arrogance de la vieille bourgeoisie. À l'autre bout de la pièce, mes yeux ont croisé ceux de mon fils, Ethan. Il se tenait près de la fontaine de champagne, élégant mais anxieux dans son smoking. Ses yeux se sont agrandis quand il m'a vu. Il a fait un pas en avant, la bouche s'ouvrant pour crier « Maman ». Je n'ai pas fait de signe. Je n'ai pas souri. Je lui ai lancé le regard. C'est le même regard que je lance à un huissier lorsqu'un accusé est sur le point d'avoir un éclat de voix, un mouvement de tête microscopique, un plissement d'yeux qui signifie « Reste en retrait ». Laisse faire. Ethan connaissait ce regard. Il avait grandi avec. Il a hésité, puis a refermé la bouche, reculant dans l'ombre d'un pilier. Bon garçon. Il réalisait, peut-être pour la première fois, que sa mère n'était pas seulement un parent, elle était une stratège. J'ai fait le tour du périmètre, me rapprochant de la famille Thorne. Sterling Thorne tenait salon près de l'orchestre, un verre de scotch à la main, gesticulant avec fougue. Il était à l'aise, il se sentait comme le roi de la jungle ici. Il ne savait pas que la jungle a des yeux. J'ai observé sa fille, Madison, la fiancée de mon fils. Elle portait une robe qui coûtait probablement plus cher que ma première voiture, une pièce de soie et de diamants. Mais elle ne la portait pas avec grâce, elle la portait comme une armure. Je l'ai vue claquer des doigts pour qu'un commis de salle prenne son verre vide, sans même interrompre sa conversation du regard. Pas de « merci », aucune reconnaissance de son existence. Ils ont tellement de chance qu'on envisage même cette fusion, Harry Sterling, sa voix dominant la musique. Ethan est un gamin brillant, certes, mais soyons honnêtes, il fait un beau mariage. Très beau. On fait dans l'œuvre de charité, là. J'ai senti une bouffée de chaleur dans ma poitrine, mais je l'ai versée dans un dossier mental étiqueté « Preuve ». C'était la phase de communication des pièces. Et contrairement à ma salle d'audience, la partie adverse ne savait pas que le procès avait déjà commencé. Je me suis approchée, remplissant un verre près de son coude. « Encore du scotch, monsieur ?» ai-je demandé, gardant une voix monocorde, la dépouillant de toute mon éducation, de toute mon autorité. Sterling n'a même pas regardé mon visage. Il a balayé l'air d'une main dédaigneuse, comme si j'étais une mouche. Continuez de servir, et essayez de ne pas en renverser sur le cuir italien. Bien sûr, monsieur, ai-je murmuré.
Je me suis éloignée, l'adrénaline se muant en un nœud froid et dur dans mon estomac. Ils pensaient que je leur servais des verres. En réalité, je leur servais une corde, et j'allais les laisser en utiliser autant qu'ils le souhaitaient. Les doubles portes se sont refermées derrière moi, coupant l'envolée de l'orchestre et les rires perçants de la famille Thorne. Le silence soudain du couloir de service était saisissant. Cela sentait le liquide vaisselle industriel et le café brûlé. Pour la plupart des gens, ce couloir était un endroit pour se cacher. Mais alors que je m'appuyais contre le mur de carrelage froid pour reprendre mon souffle, je ne me sentais pas caché. Je me sentais ancré. J'ai regardé mes mains. Elles étaient manucurées maintenant, douces après des années de crème et de bureau climatisé. Mais la douleur fantôme dans mes articulations était toujours là. Il y a 30 ans, je ne portais pas une robe de juge fédéral, je portais un bleu de travail gris. Je faisais l'équipe de nuit à la Cour suprême du Bronx, poussant un seau de nettoyage sur les sols de marbre sur lesquels j'allais un jour régner. Je me souvenais du son spécifique que faisaient mes manuels quand je les ouvrais contre un panneau « sol glissant », volant 5 minutes d'études entre 2 poubelles vidées. J'ai appris la loi en nettoyant derrière ceux qui la pratiquaient. Sterling Thorne regardait un serveur et voyait un manque d'ambition. Je regardais un serveur et voyais la faim qui bâtit les empires. C'est pour cela que je n'ai pas arraché mon tablier dans le hall. C'est pour cela que je n'ai pas crié. Parce que porter cet uniforme ne diminuait pas mon statut, cela me rappelait mon code source. J'ai fermé les yeux, calculant les chiffres dans ma tête, une habitude dont je ne me suis jamais défaite. Ethan ne connaissait pas toute l'étendue des comptes. Il ne savait pas que lorsque son père est parti, j'ai liquidé mon petit fonds de retraite pour nous maintenir dans le bon district scolaire. Il ne savait pas que son semestre d'études à Londres m'avait coûté 3 ans de vacances que je n'ai jamais prises. J'avais été l'investisseur silencieux de sa vie, injectant des fonds propres dans son caractère, capitalisant les intérêts sur son intégrité. Les Thorne, eux, étaient des investisseurs de la dernière heure. Ils arrivaient quand l'action était déjà haute, essayant d'acquérir une participation majoritaire dans une entreprise qu'ils n'avaient pas construite. J'ai pensé au chèque que Sterling se vantait d'avoir signé pour la location de la salle, 50 000 $. Il pensait que cela lui donnait le droit de traiter mon fils comme un cas social chanceux et moi comme la boniche. Il se trompait. Je n'étais pas seulement une mère protégeant son petit, j'étais l'actionnaire majoritaire protégeant son actif. Et je commençais à soupçonner que cette fusion était toxique. Un jeune commis m'a frôlé en portant un plateau de verre sale, les yeux fixés au sol. « Excusez-moi » a-t-il bafouillé. « Redresse la tête » ai-je dit, ma voix prenant automatiquement le ton que j'utilisais pour mes jeunes greffiers. « Tu es la seule raison pour laquelle cette fête peut avoir lieu. Ne t'excuse jamais de travailler. » Il a levé les yeux, surpris, puis a hoché la tête. J'ai ajusté les cordons de mon tablier. La nostalgie était terminée. La phase de justification était accomplie. Je savais exactement qui j'étais, et je savais exactement dans quoi mon fils s'engageait. Il était temps de retourner dans la fosse aux lions. J'ai poussé les portes, laissant le brouhaha de la fête m'envahir à nouveau. Je ne me contentais plus de servir des boissons, je collectionnais les reçus. La salle de bal était plus bruyante maintenant, l'alcool ayant décapé la première couche de vernis social. Je suis revenu en orbite, tel un satellite suivant l'attraction gravitationnelle de l'ego de la famille Thorne. Je les ai trouvés près des baies vitrées, posant pour des photos. Madison était le centre de gravité, rayonnant d'un charisme aveuglant et cassant. Elle était flanquée de ses demoiselles d'honneur, qui ressemblaient moins à des amies qu'à des accessoires choisis pour leur capacité à ne pas éclipser la mariée. J'ai vu Sophia, la jeune serveuse que j'avais aperçue plus tôt, s'approcher du cercle. Elle tenait un plateau d'argent chargé de croquettes de crabe, ses mains tremblant légèrement. Elle a attendu une pause dans la conversation, polie, déférente. « Un hors-d'œuvre, mademoiselle Thorne ?» a demandé doucement Sophia. Madison s'est retournée brusquement, son visage se crispant dans un éclair d'irritation si rapide, si laid, que c'en était presque impressionnant. « Mon Dieu, non !» a aboyé Madison, reculant comme si Sophia lui avait offert une boîte de pétri remplie de bactéries. J'ai spécifiquement dit au coordinateur, pas de crustacés près de la mariée. Tu essaies de me tuer ou tu es juste incompétente. La musique a semblé s'arrêter à mes oreilles. Sophia a pâli, sa prise sur le plateau glissant. Je suis vraiment désolée. Je ne savais pas. De toute évidence, tu ne sais pas grand-chose, l'a coupé Madison, sa voix prenant ce ton nasal et tranchant du mépris habituel. Va-t'en avant de gâcher ma robe. Sophia s'est détournée pour partir, les yeux embués de larmes, mais dans sa hâte, elle a heurté le bord d'un manche debout. Une flûte de champagne isolée a vacillé et basculé, éclaboussant de quelques gouttes le sol de marbre, bien loin de la précieuse robe de Madison.
Mais on aurait cru qu'une bombe venait d'exploser. Incroyable, a hurlé Sterling Thorne en s'interposant. Il n'a pas cherché à savoir si la jeune fille allait bien, il n'a pas proposé de serviette. Il a ri, un aboiement cruel. Tu vois ça, Ethan? C'est pour ça qu'on paie le forfait VIP, pour éviter la racaille. Le bon personnel n'est pas seulement dur à trouver, il est en voie d'extinction. Ethan avait l'air malade. Il a commencé à s'avancer pour dire quelque chose, mais Madison a posé une main sur sa poitrine, se l'appropriant, le réduisant au silence. C'est à ce moment-là que je me suis avancé. Je n'ai pas regardé Sterling. Je n'ai pas regardé Madison. Je me suis agenouillé sur le marbre froid à côté de Sophia. C'est juste de l'eau et du raisin, ma puce, ai-je chuchoté, sortant un chiffon de mon tablier. Ça s'essuie en un clin d'œil. Sophia m'a regardé, terrifiée. Je vais me faire virer. Non, ai-je dit, ma voix toujours drapée de velours. Je te le promets. En essuyant le sol, j'ai levé les yeux. De ma position à genoux, l'angle était parfait. J'ai vu Madison Thorne me surplomber, ricanant, sirotant son verre. Elle pensait être la reine de ce château parce qu'elle était debout et que j'étais à genoux. Elle ne comprenait pas la plus vieille loi du pouvoir, noblesse oblige. La vraie noblesse sert. Elle protège. Elle élève. Les faibles, les vrais faibles, sont ceux qui ont besoin d'écraser les autres pour se sentir grands. J'ai regardé sa robe à $8000 et j'y ai vu un costume de pacotille. J'ai regardé les mocassins italiens de Sterling et j'ai vu un homme sans âme. Je me suis relevé en tenant le chiffon sale. J'ai croisé le regard de Madison. Pendant une seconde, juste une seconde, elle a eu l'air déstabilisée. Peut-être a-t-elle vu quelque chose dans mon visage qui n'avait pas sa place chez une serveuse. Peut-être a-t-elle vu la juge. C'est tout propre, mademoiselle, ai-je dit, ma voix dénuée de toute chaleur. C'est pas trop tôt, a-t-elle soufflé en me tournant le dos. Je me suis éloignée, mais je ne recueillais plus de preuves. Le procès était terminé. Le verdict sur son caractère était « coupable ». Maintenant, j'attendais simplement la phase du prononcé de la sentence, et je devais m'assurer que la peine soit à la hauteur du crime. J'ai troqué le plateau de croquettes de crabe contre une bouteille de Dominion millésimée et je me suis dirigé vers la table d'angle. C'était le saint des saints. L'air y était plus rare, plus froid. C'était là que les associés se tenaient en une phalange serrée de smoking noir, tournant le dos au reste de la fête. Ils ne discutaient pas du mariage. Ils discutaient de la mise à mort. Alors que je m'approchais, Sterling Thorne se penchait, sa voix tombant à un ronronnement conspirateur qui portait le poids de la pure arrogance. La fusion antitrust de Meridian est une affaire réglée, messieurs, a dit Sterling en faisant tournoyer son scotch. 40 milliards de dollars. La plus grosse commission que ce cabinet ait vue en une décennie. J'ai versé du champagne dans le verre de l'homme à côté de lui, un associé principal que j'avais reconnu grâce à sa photo sur le site web du cabinet. Il avait l'air nerveux. Je ne sais pas, Sterling, a dit l'associé. Le ministère de la Justice nous suit de près, et l'affaire vient d'être confiée à la juge Vance, du 2e circuit. On dit qu'elle est méticuleuse. Ma main n'a pas tremblé. J'ai rempli le verre jusqu'au bord, sans en verser une goutte. J'ai attendu. Sterling a ri, un bruit de feuilles sèches broyées sous une botte. Vance? Lydia Vance, je vous en prie. C'est une nomination issue de la diversité, avec un cœur d'artichaut. Elle a passé le début de sa carrière au tribunal de la famille. Elle se soucie des sentiments, pas des résultats fiscaux. Je me suis reculé dans l'ombre, serrant la bouteille froide contre mon tablier. Pièce jointe à sous-estimation de la partie adverse. Mais les rapports d'impact environnemental, a insisté l'associé. Si Vance voit les niveaux de toxicité dans les données des nappes phréatiques, elle bloquera la fusion. C'est une violation de la loi sur la protection de l'eau. Sterling a pris une longue et lente gorgée de son verre. Elle ne les verra pas, le cercle est devenu silencieux. On ne va pas les passer à la déchiqueteuse, quand même, a chuchoté quelqu'un. On n'est pas des amateurs, a raillé Sterling. On va les enterrer. On a balancé les rapports de toxicité au milieu du carton de pièce numéro 4000, juste entre les reçus de la cafétéria et les tickets de parking. C'est une juge fédérale avec un calendrier surchargé. Elle n'a pas le temps. Et elle n'a certainement pas les capacités cérébrales pour fouiller dans 2 millions de pages de documents pour trouver le seul graphique qui compte. J'ai senti un frisson froid me parcourir l'échine. C'était une sensation que je ne ressentais d'ordinaire que lorsqu'un président de jury se lève pour lire un verdict. Il venait d'admettre une destruction de preuves. Il venait d'admettre une conspiration pour tromper la cour, et il avait fait devant la juge même qu'il prévoyait de duper.
On va l'écraser, a conclu Sterling en levant son verre. On entre là-dedans, on utilise des grands mots, on enterre les cadavres, et on repart avec 40 milliards. À la fusion Méridian. À Méridian. On reprit les hommes en chœur. J'ai ajusté le torchon sur mon bras. Dans ma tête, je ne servais plus de boisson, je rédigeais un mandat d'amener. Encore du champagne, messieurs? Ai-je demandé, ma voix se faisant invisible. Continue de servir, ma jolie, a dit Sterling en me tournant à nouveau le dos. Je me suis éloigné, la bouteille lourde à la main. Il pensait enterrer l'épreuve, il ne réalisait pas qu'il s'enterrait lui-même. La fusion était le plat principal, mais Sterling n'avait pas fini de se goinfrer. Il était ivre de pouvoir maintenant, cette sorte d'ivresse qui rend les hommes imprudents. Il a passé un bras autour de l'épaule de l'associé principal, délaissant les crimes fédéraux pour les triomphes familiaux. Et il n'y a pas que le cabinet qui gagne aujourd'hui, a rayonné Sterling en désignant sa fille à l'autre bout de la pièce. Madison vient de décrocher le poste de stagiaire d'été au bureau du solliciteur général. Le stage à Washington. L'associé a haussé un sourcil. Impressionnant. Ce programme accepte quoi? 3 candidats par an. C'est normalement réservé au top 1% de l'Ivy League. Je me suis figé. Je connaissais ce programme. Je siégeais au comité de surveillance. Le processus de sélection était anonyme, rigoureux et basé entièrement sur le mérite. Madison Thorne, que je venais de voir humilier une serveuse pour une erreur qu'elle n'avait pas commise, n'avait ni le tempérament ni le dossier scolaire pour ce poste. Sterling a gloussé, un son gras et huileux. Disons que le comité de sélection s'est soudainement rappelé à quel point il apprécie la nouvelle salle de lecture que j'ai financée. Ils ont dû procéder à quelques ajustements administratifs. Des ajustements? A demandé l'associé. Il y avait une fille, a dit Sterling d'un geste dédaigneux. Une moins que rien venant d'une université publique. Un score parfait au concours d'entrée, une vraie bosseuse apparemment, mais elle n'a pas le pédigré. On ne pouvait pas laisser une place pareille être gâchée par quelqu'un qui n'a pas les relations pour s'en servir. Alors sa candidature a été égarée. Mon sang n'a fait qu'un tour. Ce n'était plus seulement du népotisme, c'était un vol. J'ai regardé par-dessus mon épaule vers l'entrée de service. Sophia était assise sur une caisse de lait pendant sa pause de 5 minutes. Elle avait un gros livre ouvert sur les genoux. J'ai plissé les yeux, c'était un guide de préparation au concours de droit. Les pages étaient cornées, les marges remplies de notes à l'encre bleue bon marché. Les pièces du puzzle se sont assemblées avec la précision terrifiante d'un réquisitoire final. Sophia n'était pas seulement une serveuse, elle était là moins que rien, dont parlait Sterling. Elle était la fille qui étudiait jusqu'à ce que ses yeux la brûlent, qui faisait des doubles services pour payer ses frais d'inscription, tout cela pour voir son avenir volé par un homme qui le traitait comme un cadeau de fête pour sa fille gâtée. Ce n'était plus seulement un affront social, c'était le grand banditisme d'une vie humaine. J'ai regardé Sterling. Ce n'était pas un père, c'était un parasite. Il se nourrissait des rêves des gens comme Sophia pour engraisser sa propre progéniture. J'ai posé la bouteille de champagne sur une table d'appoint avec un bruit sourd et délibéré. Le son était définitif. La phase de communication était terminée. J'avais le mobile. J'avais la méthode. Et j'avais les aveux. J'ai glissé la main dans la poche de mon tablier et j'ai sorti mon téléphone. Mes mains étaient stables. J'ai ouvert un contact nommé Sénateur Reynolds. Il était l'orateur principal, actuellement dans le salon privé, et mon plus vieil ami de la faculté de droit. J'ai tapé 2 phrases, code bleu en cuisine. J'ai besoin d'un témoin. J'ai envoyé. Je n'étais plus seulement la mère du marié, j'étais la juge. Les portes de la cuisine se sont ouvertes avec un fracas lourd, faisant taire les conversations alentour. Le sénateur William Reynolds se tenait dans l'encadrement, flanqué de 2 agents de sécurité. C'était l'orateur d'honneur, un homme dont le visage passait sur toutes les chaînes d'information du pays. Le visage de Sterling Thorne s'est éclairé. Il a ajusté sa veste de smoking, s'avançant la main tendue, prêt à revendiquer son lien avec le pouvoir. Sénateur, quel honneur. Sterling Thorne, associé gérant 2. Reynolds est passé droit devant lui. Il n'a même pas scié. Il a marché droit vers le poste de service où je me tenais, un chiffon sale à la main. Lydia? A demandé Reynolds, sa voix tonnant dans le silence soudain de la pièce. Juge Vance, pourquoi diable portez-vous un tablier? Le silence qui a suivi fut absolu. C'était ce genre de vide qui se produit quand une bombe explose, mais que le son n'a pas encore rattrapé l'onde de choc. La main de Sterling était toujours tendue dans le vide, ne saisissant rien. Il a regardé le sénateur, puis moi,
la femme de ménage, puis à nouveau le sénateur. Son visage est passé du rouge au gris cendré en 3 secondes chrono. Juge, a chuchoté Madison, sa coupe de champagne penchant dangereusement. J'ai porté les mains dans mon dos et j'ai défait le nœud du tablier. J'ai passé le tissu blanc par-dessus ma tête, les plié soigneusement, lentement, et les posé sur le plateau à côté des verres vides. J'ai lissé les revers de mon tailleur bleu marine. Je n'étais plus Sarah Martinez, j'étais l'honorable Lydia Vance. En réalité, mademoiselle Thorne, ai-je dit, ma voix portant jusqu'au fond de la salle sans que j'aie besoin de l'élever d'un décibel. Je suis la juge présidente de la cour d'appel du 2e circuit, la juridiction même qui examine actuellement la fusion à 40 milliards de dollars de votre père. Sterling a émis un bruit d'étouffement. Juge Vance, nous n'avions aucune idée. C'est clairement un malentendu. Nous plaisantions simplement à propos de... Plaisantier? Je l'ai coupé. Je suis entré dans son espace personnel, il a reculé. Était-ce une plaisanterie quand vous avez admis une conspiration pour violer la loi sur la protection de l'eau? Était-ce une plaisanterie quand vous avez détaillé votre plan pour enterrer les rapports de toxicité dans le carton 4000 des dossiers de procédure? Le sang a quitté ses lèvres. C'est une conversation protégée par le secret professionnel, a-t-il bafouillé. Pas quand vous la hurlez devant un serveur dans une salle comble, monsieur Thorne, ai-je dit froidement. Le secret professionnel ne s'applique pas à la file d'attente du traiteur. Vous avez admis une destruction de preuves devant une juge fédérale et un sénateur des États-Unis. J'ai fait un signe de tête à Reynolds, qui a croisé les bras en lançant un regard noir à Sterling. Je peux expliquer, a bafouillé Sterling. Vous le ferez, ai-je promis, lors de votre audience de radiation du barreau. Je me suis tourné vers Madison. Elle paraissait minuscule maintenant. L'armure de sa robe coûteuse s'était dissoute. Elle ressemblait exactement à ce qu'elle était, une enfant qui joue à la dame. Et pour ce qui est du stage chez le solliciteur général, ai-je continué en la voyant tressaillir. Je siège au comité de surveillance. Nous prenons l'intégrité académique très au sérieux. Je vais personnellement éplucher votre dossier demain matin. Je suis très curieuse de voir comment une candidature a pu être égarée pour vous faire de la place. Maman, fais quelque chose. Madison a agrippé le bras de sa mère, mais celle-ci fixait le sol, souhaitant disparaître sous le tapis. Ethan, ai-je dit en me tournant vers mon fils. Il est sorti de l'ombre. Il n'avait plus l'air effrayé, il avait l'air soulagé. Il a regardé Madison, puis moi. Il s'est avancé et s'est tenu à mes côtés. On y va, maman? A-t-il demandé. Une dernière chose. Je me suis retourné vers Sterling, qui tremblait maintenant de façon visible. Vous aviez raison sur un point, monsieur Thorne. Vous devriez vraiment faire attention à qui vous parlez. On ne sait jamais quand la femme de ménage pourrait tenir le marteau. J'ai tourné les talons et je suis sorti. Le silence a duré jusqu'à ce que les lourdes portes se referment derrière nous. Je ne suis pas resté pour le gâteau. Le temps que le personnel du Harvard Club serve le dessert, j'étais déjà dans un taxi, mes talons retirés, rédigeant une déposition sur mon téléphone. Les retombées furent foudroyantes. Ce ne fut pas un scandale, ce fut une implosion. 3 mois plus tard, les gros titres continuaient de tomber, Fusion Méridien bloqué, Thorne et associés sous enquête fédérale. Sterling Thorne n'a pas seulement perdu son affaire. Il a perdu son cabinet. Quand l'ordre des avocats a reçu la transcription de ses aveux en cuisine, corroborée par un sénateur américain, sa licence d'exercice s'est évaporée plus vite que le champagne qu'il avait l'habitude de boire. Mais la véritable justice ne résidait pas dans la destruction de la vieille garde. Elle résidait dans la réallocation des actifs. J'étais assise dans mon bureau, le soleil du matin frappant le bureau en acajou. Ethan était assis en face de moi, l'air plus léger, plus jeune qu'il ne l'avait été depuis des années. Il avait rompu avec Madison ce soir-là, dans le hall. Pas de drame, pas de cris, juste le retour de la bague. Elle m'a appelé hier, a dit Ethan en remuant son café. Elle travaille dans une boutique à Soho, dans le cadre de ses travaux d'intérêt général. Elle a dit qu'elle avait mal aux pieds. J'ai souri en signant un document. Bien. La douleur est un excellent professeur. Peut-être finira-t-elle par apprendre que le respect n'est pas un héritage. Et le stage? A demandé Ethan. J'ai ouvert le tiroir du haut de mon bureau et j'ai sorti un dossier tout neuf. C'est la décision la plus facile que j'ai jamais rendue. La scène s'est rejouée dans mon esprit, celle de la semaine précédente. J'avais retrouvé Sophia, la serveuse du gala. Je l'avais trouvée à la bibliothèque, enfouie sous les mêmes livres de droit. Quand je lui ai remis la lettre d'acceptation pour le programme du solliciteur général, celle que Madison avait tenté de lui voler,
elle n'a pas crié. Elle n'a pas sauté de joie. Elle a juste pleuré, en silence, tremblante, comme le font les gens qui ont été invisibles si longtemps qu'ils oublient ce que l'on ressent quand on est enfin reconnu. Elle commence lundi, ai-je dit à Ethan. Elle n'avait pas besoin d'une faveur. Elle avait juste besoin d'un procès équitable. Je me suis levée et je suis allée à la fenêtre, contemplant la ville. L'horizon était rempli de tours de verre et d'acier, monuments au pouvoir et à l'argent. Mais en bas, dans la rue, la vraie ville bougeait. Les concierges, les serveurs, les chauffeurs de bus, l'armée invisible qui fait tourner le monde. J'ai pensé au tablier plié soigneusement dans mon placard, chez moi, juste à côté de ma robe de magistrat. C'étaient des uniformes différents, mais ils servaient le même maître, la vérité. Sterling Thorne pensait que le pouvoir consistait à savoir qui l'on peut commander. Il avait oublié que le vrai pouvoir consiste à savoir qui l'on peut protéger. Je me suis retournée vers mon fils, mon marteau reposant, lourd et silencieux, sur le bureau. La justice est aveugle, ai-je dit doucement. Mais elle n'est pas sourde, et elle entend tout. Si vous croyez que le caractère d'une personne se révèle quand elle pense que personne ne regarde, partagez cette histoire et dites-moi dans les commentaires. Qu'auriez-vous fait si vous aviez été à la place de Lydia ?